Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez percutant, une analyse qui aborde le féminisme moderne sous un angle bien particulier, celui de la lutte des classes. Pour commencer, le texte pose une question qui est vraiment au cœur de toute l'analyse. Le féminisme, est-ce que c'est un mouvement réellement universel? Est-ce qu'il parle au nom de toutes les femmes, sans exception? Bon, rentrons dans le vif du sujet. La thèse centrale de la source, c'est que le féminisme tel qu'on le connaît majoritairement aujourd'hui serait, au fond, un phénomène bourgeois. C'est ça, l'idée principale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, selon cette analyse, le discours féministe viendrait surtout de femmes éduquées, issues des classes moyennes et supérieures. Leur combat, obtenir des carrières épanouissantes, souvent dans des bureaux ou des professions intellectuelles, et donc échanger un rôle domestique contre un rôle professionnel. Et là, on touche à un point clé de l'argumentation. La source suggère que ce n'est même pas forcément conscient. C'est ce qu'elle appelle un discours de classe qui s'ignore. En gros, la femme bourgeoise parlerait au nom de toutes les femmes, sans forcément réaliser que ses propres aspirations ne sont pas universelles. Pour étayer cette idée, l'auteur met en lumière une opposition assez frappante. Il s'agit de comparer les aspirations des femmes en fonction de leur classe sociale. Et là, on va voir que les rêves ne sont pas du tout les mêmes. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a la femme bourgeoise qui, selon le texte, cherche sa libération par le travail, en accédant à une carrière. Pour elle, la vie à la maison est une prison. De l'autre côté, la femme prolétaire, elle cherchait plutôt à se libérer du travail. Elle subissait la fameuse double journée, l'usine puis les tâches ménagères à la maison. Le mot émancipation prend ici deux sens radicalement différents. C'est vraiment le cœur de la distinction. Pour les femmes des classes populaires, comme le dit la source, le rêve ultime n'était pas d'obtenir un travail, c'était de pouvoir enfin arrêter de travailler. Une vision de la liberté qui est à l'exact opposé de la première. Alors maintenant, l'analyse va plus loin. Elle suggère que cette opposition n'est pas un cas isolé. Ce serait en fait le symptôme d'une stratégie plus globale. Utiliser les luttes sociétales, comme la lutte des sexes, pour mettre de côté, voire carrément cacher, les véritables enjeux, les enjeux économiques. La source propose une sorte de hiérarchie des conflits. Au sommet, il y aurait les facteurs économiques, la lutte des classes. C'est le moteur principal, le conflit fondamental. En dessous, au niveau secondaire, on trouverait les facteurs sociaux, comme les luttes liées au sexe ou à l'origine. L'économique primerait donc sur tout le reste. L'idée avancée ici est assez forte. La lutte des sexes ne serait pas juste une lutte parmi d'autres. Elle serait activement mise en avant pour prendre la place de la lutte des classes, pour la masquer. Une sorte de leurre en quelque sorte, une diversion qui détourne l'attention du conflit central. D'accord, mais à qui profite cette diversion? Eh bien, la réponse de la source est claire, au capital. Voyons comment. Le texte décrit un mécanisme en plusieurs étapes. D'abord, on met en avant les luttes identitaires. Ça a pour effet d'affaiblir l'analyse économique, de la rendre moins pertinente aux yeux de beaucoup. Du coup, la lutte des classes, la lutte fondamentale, est obscurcie. Et au final, qui y gagne? Les propriétaires du capital, qui font face à une main-d'œuvre divisée et donc moins capable de s'unir contre eux. Bon, mais comment est-ce que le système maintient le focus sur ces questions sociétales? La source pointe du doigt certains mécanismes, notamment au niveau des médias et de l'État. Prenons l'exemple donné par le texte, les lois sur la parité. L'analyse suggère qu'elles sont souvent imposées par le haut, sans qu'il y ait eu une énorme demande populaire à la base. Elles sont alors décrites comme un faux cadeau. Une concession faite pour satisfaire une classe sociale précise, mais qui ne changerait rien au rapport de force économique fondamentaux. Pour illustrer ça, la source compare deux types de manifestations. D'un côté, les marches féministes. Souvent, elles rassemblent quelques milliers de personnes. Pourtant, la couverture médiatique est, selon l'auteur, immense, très publicisée, avec un focus sur les enjeux identitaires. Et maintenant, comparons avec les grandes grèves sociales, par exemple sur les retraites ou les salaires. Là, on parle de centaines de milliers, voire de millions de personnes dans la rue. Et pourtant, d'après la source, la couverture médiatique est bien moindre en proportion. Et surtout, le point important, c'est que les revendications sont économiques, unisexes, et unissent hommes et femmes. La conclusion de la source est assez imagée et un peu sombre. Elle utilise cette métaphore. L'ennemi arrive masqué, c'est un loup recouvert d'une peau de mouton. L'idée, c'est que des régressions sociales peuvent être présentées comme des avancées progressistes, en utilisant justement le paravent des luttes sociétales. Tout ça nous amène à une question de fond, une question assez vertigineuse en fait. Est-il seulement possible de séparer complètement les mouvements sociaux des structures économiques dans lesquelles ils naissent? Autrement dit, nos combats, nos valeurs, jusqu'à quel point sont-ils déterminés, ou au moins influencés, par le système économique qui nous entoure?